Je suis arrivée à l'hôpital avant l'aube, mon manteau sombre drapé sur mes épaules et le goût du café fort encore dans la bouche. Dominique frissonnait sur le banc de la réception pédiatrique, tenant le sac à dos bleu comme un oreiller, essayant de feindre le courage pour moi. J'ai passé ma main sur son front, de nouveau chaud, et j'ai appelé l'infirmière. Avant que j'aie pu terminer ma phrase, mon frère est arrivé derrière, parlant fort, distribuant des ordres, comme si tout le monde travaillait pour lui. « Calme-toi, Philippe », j'ai dit. Il m'a ignoré et a informé le nom du garçon sur un ton qui demandait la priorité, comme si le volume de la voix était un mot de passe. L'accueil sentait l'antiseptique et la pluie, car dehors, Paris se levait humide. La télévision dans le coin parlait de circulation sur le périphérique et d'une possible grève des bus. Une dame africaine somnolait avec son foulard coloré sur le visage, un père berçait un bébé et Dominique me regardait de côté, à la recherche de signes que tout irait bien. « Il restera, mon amour », murmurai-je. Philippe revint du comptoir en tapotant des papiers sur la paume de sa main. « Cela prendra du temps », a-t-il annoncé, comme s'il s'agissait de nouvelles de sa part. Lorsque le triage a appelé, l'infirmière a voulu savoir combien de jours de fièvre, d'où venaient les taches, s'il y avait des vomissements, s'il y avait des antécédents. J'ai commencé à répondre, en prenant soin de ne pas croiser, mais il m'a croisé. « 2 jours, a-t-il dit, et il a parlé de l'entraînement de football, le médecin du quartier. L'infirmière a pris des notes, mais a gardé les yeux sur moi, me demandant de détails. Je lui racontais la veille, le thermomètre qui marquait 39, le bain chaud, le linge humide sur la nuque, le refus de l'appétit. Dominique m'a serré la main comme pour confirmer chaque mot. Pendant qu'il préparait la collection, Philippe a ouvert le groupe familial et a commencé à tout raconter en phrases courtes, comme un reporter de radio. « J'ai déjà prévenu tout le monde, ne vous inquiétez pas », a-t-elle dit, en montrant l'écran comme si j'avais besoin d'une autorisation pour être là. J'ai ravalé la réponse qui m'est venue. J'ai vu les tâches en premier. J'allais chercher le garçon à l'école. J'ai pris 2 bus et un métro pour arriver à l'heure. Je n'ai pas parlé. Le docteur est entré, en blouse propre, avec un accent du Sud. Il m'a expliqué le protocole, parlé d'examen, d'hydratation, d'observation. Il a mentionné les causes possibles et a dit que l'équipe était attentive à cause des tâches. Philippe a couru avec des délais, des calendriers, des objectifs invisibles. Le médecin a répondu calmement et, à la fin, a demandé qui suivait de plus près la routine du garçon. Dominique m'a pointé du doigt sans réfléchir. J'ai énuméré les horaires, les allergies, les anciens épisodes, les médicaments qui ont fonctionné et ceux qui n'ont pas fonctionné. Le médecin en a pris note et l'a remercié. Les heures ont passé. La salle d'attente remplie de manteaux dégoulinants et des odeurs de café et de pain de beurre provenant de la cafétéria. Je suis allée chercher du chocolat chaud pour Dominique, qui a fait semblant que ça ne faisait pas mal pour que je ne m'inquiète pas. Sur le chemin du retour, Philippe a pris le verre, a dit que le sucre n'aide pas. J'ai respiré. Je me suis assis à côté du garçon et j'ai raconté des histoires courtes pour me distraire, me souvenant de la fois où nous avons raté le bus et couru dans le quartier, en riant à la fin parce que nous sommes arrivés avant le chauffeur qui s'est arrêté pour fumer. Il sourit faiblement. Dans le groupe familial, les messages se sont multipliés jusqu'à ce que quelqu'un me suggère d'attendre dehors pour ne pas confondre les instructions. Philippe l'a lu à haute voix, satisfait, et a complété par cette phrase qui m'accompagne depuis des années. « Tu ne fais que gêner, Marie. Tu t'es toujours mise en travers du chemin. » Le bruit de la télévision a disparu, et je n'ai entendu que le cœur battre dans mes oreilles. Je n'ai pas discuté. J'ai ajusté l'écharpe autour du cou du garçon et j'ai vérifié la température. C'était encore élevé. Ils ont apporté des papiers pour autoriser plus d'examens. Philippe a pris la plume comme s'il prenait la barre. J'ai demandé à le lire et il s'est éloigné, agacé. L'infirmière, gentiment, m'a mis une autre copie dans les mains et m'a dit qu'elle avait besoin de tous les contacts. J'ai écrit mon numéro. Le même qui répond à l'aube quand la fièvre monte, le même qui cherche des médicaments à la pharmacie de garde. J'ai rempli les vaccinations, le nom de l'école, le nom de l'ancien pédiatre. Je le savais. Je le sais parce que je suis proche. Je le sais parce que j'ai appris à rester quand la maison devient bruyante et que personne n'écoute l'enfant. Philippe s'est éloigné pour répondre à un appel et a commencé à dire qu'il résoudrait tout, comme il dit toujours. J'en ai profité pour ajuster Dominique dans le fauteuil et enlever son manteau mouillé, vêtu de la blouse de laine que j'avais apportée. Il a appuyé sa tête contre mon bras et a fermé les yeux pendant quelques minutes. J'ai compté le souffle. 1, 2, 3. Comment j'ai appris en couture quand j'ai besoin de couper du tissu sans trembler.
La pluie a de nouveau frappé la vitre. Lorsque la porte automatique s'est ouverte, j'ai senti le vent froid du couloir et l'odeur du linge de la blouse de laboratoire qui passait. La même infirmière du triage s'est présentée avec un bloc-notes rouge et une expression concentrée. Elle m'a appelé d'une voix claire, avec la bonne prononciation, comme si elle m'avait vu tout entier, Marie Cassie. Je me suis levée lentement pour ne pas réveiller Dominique. « Oui, c'est moi », j'ai répondu. Elle m'a demandé de l'accompagner quelques minutes dans une pièce à côté, a dit qu'elle avait besoin de confirmer les informations médicales de la famille pour accélérer les décisions. Philippe croisa les bras, prêt à répondre pour moi. J'ai légèrement touché l'épaule de Dominique et lui ai chuchoté que je reviendrais bientôt. Il ouvrit les yeux, essaya de sourire et se lâcha. J'ai suivi l'infirmière dans le couloir blanc, sentant le solice sous ses bottes et une vieille sensation monter à l'arrière de mon cou, la même qui me visite lorsque quelque chose d'important est sur le point de se produire et que je n'ai toujours pas de nom pour le donner. L'infirmière m'a conduit dans une pièce vitrée avec 2 chaises et une table en métal au centre. Ce n'était pas encore la chambre du médecin. Elle semblait plutôt être un point de transition entre l'attente et les décisions. Elle m'a demandé délicatement si j'avais des problèmes de santé, si j'avais déjà passé des tests récents, s'il y avait des antécédents familiaux de maladies du sang. J'ai répondu à tout calmement, me souvenant des consultations que j'avais faites l'année dernière sur l'insistance d'un voisin qui travaille au centre de santé. J'ai dit que mes résultats étaient bons, que je ne prenais pas de médicaments en continu et que je ne me sentais fatiguée dans les jambes que lorsque je restais debout pendant une longue période. Elle a noté chaque mot comme si elle enregistrait quelque chose d'important. Elle m'a regardé dans les cieux et m'a demandé si je serais prêt à faire un examen spécifique et plus détaillé. Je n'ai même pas demandé lequel. J'ai juste dit oui. Quand on aime un enfant, on n'a pas besoin de détails à offrir au corps. Elle a souri sincèrement et a appelé une autre infirmière pour recueillir le sang. Alors qu'ils attachaient la ceinture autour de mon bras, j'ai pensé à comment j'étais arrivée là. Je pensais au matin où j'emmenais Dominique à l'école, même quand Philippe disait qu'il chouchoutait le garçon. J'ai pensé aux fois où il avait de la fièvre et qu'il m'appelait en premier, pas son père. J'ai pensé à la façon dont il m'appelait toujours pour essuyer mes larmes, mais jamais pour des photos heureuses. Quand je suis retournée dans la salle d'attente, Philippe était debout dans le couloir, parlant au téléphone d'une voix en colère. J'ai dit à quelqu'un que les médecins prenaient trop de temps et que l'hôpital semblait désorganisé. Quand il m'a vu, il m'a demandé ce qu'il voulait de moi. Il a dit que c'était le protocole. Il a reniflé, comme si tout m'impliquait dans la confusion. Je me suis assis à côté de Dominique, qui jouait maintenant avec le bracelet d'identification au poignet. Il m'a demandé si j'allais disparaître. J'ai dit jamais. Et c'était vrai. Je ne suis peut-être pas visible parfois, mais Jane disparaît jamais vraiment. Je suis comme l'odeur de la nourriture qui reste même après que la cuisine a été lavée. Je suis toujours là, même quand ils ouvrent les fenêtres. Les heures restaient lentes comme une file d'attente postale. Le bruit des pas dans le couloir, le sifflement des moniteurs, le bruit des enfants qui pleurent dans les autres pièces. Philippe commença à se plaindre de la faim, disant que personne ne pouvait rester immobile si longtemps. J'ai offert un sandwich que j'avais dans mon sac. Il n'a pas accepté. Il a dit que la nourriture en sac n'était pas un repas. Je suis allée au café et j'ai apporté 2 croissants, un pour Dominique et un pour lui. Philippe l'a prise sans le remercier, comme si c'était mon obligation. Dominique mangeait lentement, incapable de le goûter correctement. Ses yeux étaient lourds. J'ai caressé ses cheveux et j'ai senti la sueur froide à l'arrière de son cou. Lorsque le docteur revint, il avait un visage sérieux, mais pas alarmant. Il nous a demandé de parler dans une pièce à côté. Philippe s'avança devant, tirant la porte comme s'il était le propriétaire de l'immeuble. Je suis allée derrière, avec Dominique par la main. Le médecin s'est assis, a pris une profonde respiration et a expliqué que les premiers tests indiquaient quelque chose qui nécessiterait une transfusion, peut-être une procédure plus spécifique. Philippe a immédiatement demandé combien de temps cela prendrait et qui signerait. Le médecin lui fit signe de se calmer. Il a dit qu'il était encore tôt pour les chiffres, mais qu'il y avait un problème important. Il devrait vérifier la compatibilité sanguine pour le don direct, si nécessaire. Dominique m'a regardé comme s'il s'agissait d'un port sûr lorsque le bateau vacille. Philippe a croisé le bras et a dit qu'il ferait les examens lui-même, qu'il a toujours été en bonne santé. Le médecin hocha la tête et expliqua qu'ils avaient déjà ses résultats. Il a dit cela avec prudence, comme s'il choisissait chaque mot pour ne pas blesser. « Philippe a-t-il déjà été testé » Demandez. « Oui », répondit le docteur.
Lors de la dernière hospitalisation de Dominique, nous avons enregistré les données des membres de la famille directe. J'ai regardé Philippe, qui a dégluti. Le médecin s'est alors tourné vers moi. « Madame Cassie, nous devons parler spécifiquement avec vous. » Philippe fronça les sourcils et demanda pourquoi. Le médecin a gardé son sang-froid et a dit qu'il parlerait à tous les deux, mais que certaines informations inquiétaient la personne impliquée. Cela m'a semblé différent. J'ai senti l'air changer. Dominique me serra la main. Le médecin a poursuivi. Parmi les membres de la famille que nous avons enregistrés, un seul est totalement compatible pour un éventuel don direct. Il s'arrêta. Philippe bomba le torse. Le docteur m'a regardé. Vous, Madame Cassie. Silence. Philippe a mis du temps à comprendre. Il répéta avec incrédulité. Elle. Le docteur hocha la tête, sans arrogance, juste avec la fermeté de quelqu'un qui apporte de la lumière. Dominique se mit à pleurer doucement, non pas de peur, mais de soulagement. J'ai senti quelque chose en moi se redresser, comme une colonne vertébrale fatiguée qui retrouve son axe. Philippe restait mobile, ne sachant où poser les yeux. Le médecin n'arrêtait pas de parler d'examens supplémentaires, d'éventuelles prochaines étapes, mais je n'entendais plus rien clairement. Tout ce qu'il pouvait entendre, c'était le nom qu'il prononçait à haute voix. Marie Cassie. Compatible. Nécessaire. Seulement. Nous avons quitté la pièce et sommes retournés dans le couloir. Le bruit des pas, des voix, des machines est revenu à mes oreilles. Tout est pareil, mais tout est différent. Philippe marchait derrière moi, il n'était plus devant. Dominique m'a serré par la taille pour me serrer plus fort. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'être au bon endroit. Non pas parce que quelqu'un me l'a donné, mais parce que personne d'autre ne pouvait le prendre. Philippe ne dit rien pendant quelques minutes. Pas une blague, pas une critique, pas un commentaire croisé. Il marchait juste derrière moi, les yeux rivés sur le linoléum, comme si chaque pas pesait plus lourd que le précédent. Je n'étais pas habituée à ces silences. Son silence était toujours bruyant, plein de gestes, de soupirs, de roulements d'yeux. Mais c'en était une autre. C'était le silence de quelqu'un qui perçoit quelque chose qu'il ne voulait pas comprendre. Dominique n'arrêtait pas de me serrer dans ses bras, et je ne pouvais que penser à la façon dont ce garçon, même avec de la fièvre, trouvait encore la force de tenir quelqu'un. Philippe, avant de s'éloigner, m'a demandé d'une voix qu'il essayait de tenir bon, et qui n'a pas réussi, si cela signifiait que j'étais danger. J'ai répondu calmement que jusqu'à ce que nous en sachions plus, ce n'était qu'un examen et que tout irait bien. Il a hoché la tête sans me faire face. Nous sommes retournés dans la salle d'attente, qui était maintenant plus bondée qu'auparavant. Un couple se disputait tranquillement dans un coin, une fille dormait assise, la tête contre le mur, et un homme mince toussait dans un mouchoir froissé. Je me suis de nouveau assis avec Dominique, et il a posé sa tête sur mes genoux, comme il l'a fait quand il était trop jeune pour comprendre le monde. J'ai passé mes doigts dans ses cheveux, séparant soigneusement les mèches. Philippe se tenait contre le mur, comme s'il ne savait pas où se tenir d'autre. Pour la première fois, il n'a pas essayé de me corriger, ni de prendre le contrôle. Il resta seul, silencieux, à regarder. Je le connais depuis que nous avons partagé une chambre quand nous étions enfants, depuis que nous dormions dans des lits superposés et que nous nous disputions pour des couvertures. Je le connais dans les mots et les silences. Et à ce moment-là, j'ai su que quelque chose en lui s'était fissuré. Non pas qu'il ait été changé. Personne ne change en une heure. Mais une fissure s'était ouverte. Et les fissures laissent entrer la lumière, même contre leur volonté. Le médecin m'a demandé d'aller dans une autre pièce pour d'autres examens, et Dominique a voulu l'accompagner. Philippe aussi. L'infirmière a dit qu'un seul compagnon pouvait entrer. J'ai dit que je serais seule. Philippe m'a regardé comme s'il voulait dire quelque chose, mais il ne l'a pas fait. J'ai attrapé mon manteau et j'ai suivi le couloir. Alors qu'il faisait plus de sang, j'ai pensé aux fois où j'ai entendu dire que je n'étais bon à rien d'autre qu'à prendre soin des autres. J'ai repensé à l'époque où je lavais de lourdes casseroles pendant des heures, pendant que d'autres se reposaient dans le salon. J'ai pensé aux soirées où j'ai tout organisé et, au moment de la photo, on m'a poussé dans un coin pour ne pas déranger le cadrage. J'ai pensé aux fois où, quand je voulais parler, il disait que j'exagérais. Et sourire malgré tout, parce que sourire a toujours été plus facile que de se battre. Mais maintenant, ce sourire n'était plus un bouclier. C'était un choix. Quand je suis retournée dans la salle d'attente, Philippe était assis. Assis. Ne pas se tenir debout, comme si elle dominait l'espace. Assis, les coudes sur les genoux et les mains jointes.
Il s'est levé quand il m'a vu et m'a demandé si ça faisait mal. Pas pour l'examen, il voulait savoir si ça faisait mal d'entendre ce que le médecin disait. La question m'a pris au dépourvu. J'ai répondu que ça ne faisait pas mal. Cela m'a fait plus mal d'entendre d'autres choses tout au long de ma vie. Il détourna le regard et tripota son téléphone, comme s'il cherchait un abri quelque part. Dominique m'a tenu la main. Je savais qu'il y aurait encore des questions. Plus de tests, plus d'attentes. Peut-être des nuits entières dans cet hôpital. Mais à ce moment-là, quelque chose s'était déjà passé. Ce n'était pas la victoire, c'était de la reconnaissance. Et la reconnaissance guérit les vieilles blessures plus rapidement que la médecine. Une infirmière est passée en appelant quelqu'un pour des médicaments et l'homme mince en écharpe l'a fait chanceler. La télévision diffusait maintenant un reportage sur le bénévole qui donnait du sang dans des campagnes publiques. Il expliquait qu'un seul don pouvait sauver jusqu'à 3 vies. Dominique m'a regardé attentivement, puis m'a chuchoté « Tu vas me sauver, n'est-ce pas ?» J'ai répondu fermement, même sans savoir ce qui allait arriver. Si cela dépend de moi, oui. Et cela lui suffisait pour sourire. Philippe se leva de nouveau et sortit pour faire un appel. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais sa voix était plus basse. Quand il est revenu, il s'est assis à côté de moi, sans rien annoncer. Nous sommes restés tous les trois là, en silence, à écouter les bruits de l'hôpital, comme si nous écoutions la pluie par la fenêtre. Un silence qui n'a pas fait de mal. Un silence qui l'a rempli. Pour la première fois, j'ai senti que je n'étais pas un bruit dans l'environnement. J'en faisais partie. Les heures ont passé et, entre les examens et les évaluations, nous avons commencé à être reconnus par les infirmières. L'un d'eux, en apportant de l'eau, a dit mon nom naturellement. Ici, Madame Cassie. J'ai souri en retour. Philippe leva les yeux, comme si cette simple phrase avait confirmé quelque chose qu'il avait jusque-là refusé d'accepter. J'avais un nom, pas seulement la fonction. Lorsqu'ils ont appelé Dominique pour une autre évaluation, Philippe l'a pris sur ses genoux. Je l'ai suivi en observant. Il l'installa soigneusement sur la civière, remonta la couverture jusqu'à ses épaules et rangea un jouet sur le côté. Je me suis approchée et j'ai mis ma main sur son épaule. Pas comme quelqu'un qui remercie avec des mots. Et il a répondu par le même geste, en touchant simplement ma main dessus. Un toucher léger, rapide, presque imperceptible, mais sincère. Je retournai à ma chaise dans la salle d'attente et regardai l'horloge pour la première fois depuis des heures. Il était trop tard. Dans ma poche, le téléphone portable vibrait de messages non lus. Les gens demandaient comment c'était. Les gens demandaient pourquoi ils n'avaient toujours pas de nouvelles. Des gens qui demandaient si Philippe s'occupait de tout. J'ai seulement répondu « Nous sommes ici. Nous allons bien. Je m'en occupe aussi. » Quand le docteur revint, il était déjà plus de 8 heures du soir. Le couloir était plus calme, avec des lumières plus basses et moins de mouvement. Ses pas résonnaient sur le sol ciré, et je savais qu'il venait avec des réponses. Il nous a appelés par notre nom d'une voix calme, et quand il nous a rejoints, il s'est arrêté très près. « Madame Cassie, Monsieur Philippe, j'aimerais que tout le monde vienne avec moi. » La façon dont il parlait fit que plusieurs personnes dans la pièce regardèrent de côté. Certains parents ont serré leurs enfants plus fort, comme s'ils s'attendaient à de mauvaises nouvelles pour eux. Mais c'était pour nous. Je me levai prudemment et Philippe se précipita à côté de moi. Dominique marchait entre nous deux, me tenant la main de l'une et la sienne de l'autre. Le médecin nous a emmenés dans une pièce plus grande où il y avait déjà 2 infirmières et une table avec des papiers organisés. Il nous a demandé de nous asseoir. Nous ne voulions pas. Nous nous tenions côte à côte. C'était comme si le fait de s'asseoir diminuait l'ampleur du moment. Il prit une profonde inspiration et expliqua calmement les résultats. Il a dit que l'état de Dominique nécessiterait une transfusion spécifique et peut-être une autre procédure liée aux cellules. Il parlait clairement, mais avec compassion. Philippe a commencé à demander s'il y avait des donateurs à la banque. Le docteur leva la main, demandant le calme. Il a dit qu'il y en avait, mais aucun avec une compatibilité totale. Et puis elle a tout répété, comme s'il était nécessaire que le monde entier l'entende. Parmi tous les tests recueillis, une seule personne est totalement compatible avec Dominique. Il s'est tourné vers moi, sans hâte, sans ménagement, et a dit mon nom. Marie Cassie, vous n'êtes pas seulement compatible. Vous êtes le seul donneur possible pour le moment. Les mots restèrent dans l'air comme un parfum fort. Je ne savais pas si je respirais ou si j'existais. Philippe cligna lentement des yeux, comme s'il essayait de se réveiller d'un rêve. Il a essayé de dire quelque chose, mais la voix n'est pas sortie.
Dominique a lâché nos mains et a couru me serrer dans ses bras par la taille. Il a enfoui son visage dans mon manteau et a pleuré sans vergogne. Je l'ai entouré de mes bras et j'ai senti son petit corps fragile, palpiter de vie. Le médecin a continué à m'expliquer les procédures, disant qu'il y aurait des tests supplémentaires, que je serais surveillée de près et que tout se ferait en toute sécurité. J'ai répondu fermement « Oui ». Philippe s'approcha comme s'il n'avait pas encore confirmé de ses propres yeux. Il s'est arrêté devant moi, sans avoir le courage de lui faire face directement. Ses yeux étaient au niveau de mes épaules. La voix était basse, presque enfantine. « Allez-vous vraiment faire ça ?» J'ai répondu calmement. « Je l'aurais toujours fait. Ce n'est que maintenant que vous voyez. » Le médecin demande que Dominique soit emmené dans la salle de préparation. L'infirmière le prit dans ses bras. Il m'a regardé et m'a demandé si je voulais rester. J'ai dit que je ne partirais pas de là. Philippe a essayé de le suivre, mais s'est arrêté au milieu du chemin. Cela m'est revenu. Il resta silencieux pendant quelques secondes. J'ai rien dit. J'ai appris que parfois, la meilleure réponse est simplement d'être. Il prit alors une profonde inspiration et parla, pour la première fois de sa vie, sans arrogance ni ironie. « Marie, si je ne sais pas parler correctement, je suis désolée. Je ne t'ai jamais vue comme ça. Je n'ai jamais compris. Je savais pas. » J'ai répondu sans colère. « Je sais. » Il passa la main sur ses yeux, comme s'il essuyait sa vieille fatigue. Et pour la première fois, je n'avais pas envie de détourner le visage. Ce n'était pas la victoire sur lui, c'était la délivrance sur moi. Nous sommes retournés ensemble dans la salle d'attente. Certaines personnes étaient encore là. Le couple dans un coin, la fille appuyée contre le mur, l'homme au foulard. Tout le monde nous a regardés quand nous sommes entrés. Philippe marchait derrière moi, pas plus loin. Je me suis assis. Lui aussi. Et, sans que je le lui demande, il se leva de nouveau et m'apporta de l'eau. Il l'a juste mis dans ma main, sans rien dire. J'ai bu lentement. L'hôpital sentait le désinfectant et l'espoir. Les lumières blanches se reflétaient sur le sol comme si elles éclairaient plus que le couloir. Je sentais mes pieds fermes, mon corps fatigué, mais mon âme entière. Plus tard, quand les examens finaux ont été terminés et que j'ai été emmenée dans la salle des donneurs, je suis passée par le couloir où j'avais si souvent marché en silence. Cette fois, une infirmière lui a dit « Bonsoir, Madame Cassie. J'ai dormi dans un lit d'hôpital avec des draps rugueux et un oreiller fin, mais j'ai dormi paisiblement. Parce que, pour la première fois depuis de nombreuses années, je me suis allongée avec la certitude que je n'étais pas un poids. J'étais la fondation. Et personne d'autre ne pourrait me dire le contraire. Si je devais résumer cette journée en une phrase, ce serait celle-ci. Ils ont passé toute leur vie à me traiter de gâchis. Mais le jour où le médecin a appelé mon nom à haute voix, le monde entier a compris. Sans moi, rien ne bougeait.